Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci à ceux qui regardent, commentent, partagent et font vivre cette chaîne. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui devrait mettre tout le monde mal à l'aise. Pas seulement parce qu'il touche à la mort, pas seulement parce qu'il parle de maladie, de souffrance ou de fin de vie, mais parce qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Ce que notre société devient quand une vie cesse d'être utile, rentable ou facile à accompagner. Je parle de la loi sur la fin de vie. De ce qu'on appelle aujourd'hui, avec des mots très propres, très doux, très administratifs, l'aide à mourir. Et déjà, rien que cette expression mérite qu'on s'arrête. Aide à mourir. On ne dit pas administration d'une substance létale. On ne dit pas organisation médicale de la mort. On ne dit pas basculement majeur du rôle de l'État face à la vie humaine. Non, on dit aide à mourir. Comme si la mort devenait une prestation. Comme si, après avoir échoué à soigner, à accompagner, à entourer, à soulager, l'État pouvait maintenant se présenter comme celui qui vous aide à partir. Et moi, je trouve cela gravissime. Je veux être clair dès le départ. Il existe des situations humaines terribles. Une personne atteinte d'une maladie incurable, en souffrance extrême, sans espoir médical réel, qui demande lucidement à partir, cela ne peut pas être balayé d'un revers de main. Ce n'est pas un sujet simple, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un débat confortable, mais justement, parce que ce sujet est tragique, il exige une prudence absolue. Le problème, ce n'est pas seulement le cas exceptionnel d'une personne qui souffre atrocement et qui demande à partir. Le problème, c'est ce qui peut arriver quand cette exception entre dans la loi. Car à partir du moment où l'État reconnaît officiellement une procédure permettant de provoquer la mort, une frontière est franchie. Et cette frontière doit être regardée en face. Dans une société solide, humaine, bien organisée, où chaque malade est accompagné, où chaque famille est soutenue, où les soins palliatifs sont accessibles partout, le débat serait grave. Mais dans une société fatiguée, endettée, vieillissante, où l'hôpital manque de moyens, où les soignants sont épuisés, où les personnes âgées sont parfois isolées, où les plus faibles ont déjà du mal à être accompagnés dignement, cette loi prend une dimension encore plus inquiétante. Et derrière les mots dignité, liberté, compassion, choix, il y a une question brutale. Est-ce qu'on aide encore les gens à vivre jusqu'au bout, ou est-ce qu'on commence à organiser proprement leur disparition? Voilà le sujet. Avant d'aller plus loin, il faut poser les faits. En France, la proposition de loi sur l'aide à mourir vise officiellement des personnes majeures atteintes d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et confrontées à une souffrance réfractaire ou insupportable. Il faut être précis. Le texte ne dit pas qu'il faudrait euthanasier, entre guillemets, les vieux, entre guillemets, les pauvres, entre guillemets, les gens inutiles. Mais le fait qu'un texte soit encadré ne supprime pas la question morale qu'il pose. Le parcours parlementaire a maintenant franchi une étape majeure. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi en lecture définitive le 15 juillet 2026. Donc il ne faut plus dire que le texte est seulement en discussion ou simplement annoncé. Le Parlement a bien adopté définitivement la proposition de loi. Mais il faut être précis jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire que tout est déjà appliqué sur le terrain. Le Conseil constitutionnel a été saisi et doit rendre sa décision avant toute promulgation. Donc, au moment où cette vidéo est préparée, le texte est adopté définitivement par le Parlement, mais il faut encore attendre l'étape constitutionnelle et la promulgation pour parler d'une loi pleinement entrée en vigueur. Mais la direction politique, elle, est claire. La France a franchi une étape décisive vers la légalisation de l'aide à mourir.
Et cette direction pose une question majeure. Est-ce que la France est en train de franchir une frontière de civilisation? Parce qu'il ne s'agit pas d'un détail technique. Il ne s'agit pas d'une simple réforme médicale. Il s'agit de savoir si l'État peut organiser, sous condition, l'accès à une mort provoquée dans un cadre médical. C'est immense. Et quand un sujet est aussi grave, il faut refuser les slogans. Il faut regarder le réel. Le vrai problème n'est pas seulement le texte. Le vrai problème, c'est le contexte. Parce qu'on ne peut pas parler sérieusement de, entre guillemets, liberté de mourir dans un pays où l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti partout. La Cour des comptes a publié un rapport intitulé Les soins palliatifs, une offre de soins à renforcer. Rien que le titre dit déjà beaucoup. Cela signifie que l'accompagnement de la fin de vie n'est pas pleinement à la hauteur. Donc la question est simple. Avant de créer un droit à mourir, pourquoi l'État ne garantit-il pas d'abord un droit réel à ne pas être abandonné? Si une personne souffre, mais qu'elle est entourée, accompagnée, soulagée, prise en charge correctement, avec une équipe palliative, une présence humaine, une famille soutenue, le débat reste tragique. Mais au moins, on peut parler d'un choix entouré. En revanche, si cette personne est seule, pauvre, malade, isolée, dans un désert médical, avec une famille épuisée, avec le sentiment d'être devenu un poids, alors peut-on vraiment parler d'une liberté pleine et entière? Une liberté exercée dans l'abandon n'est pas une vraie liberté. C'est ça le cœur du sujet. On nous parlera d'autonomie, on nous parlera de choix, on nous parlera de dignité. Mais dans le réel, celui qui n'a pas de médecin disponible, pas d'argent, pas de réseau, pas de lit, pas de famille solide autour de lui, ne vit pas la même liberté que celui qui a tout. Les puissants auront toujours une porte de sortie. Les autres auront le guichet, l'attente, la fatigue, les services saturés et parfois la solitude. Et peut-être demain une procédure pour partir. C'est cela qui est insupportable. Il faut maintenant parler de l'argent. Parce que c'est là que le discours devient vraiment dérangeant. On nous présente cette loi comme une question de compassion. Très bien. Mais elle arrive dans une société où tout est compté. L'hôpital manque de moyens. Les soignants sont épuisés. Les dépenses de santé pèsent lourd. Les retraites pèsent lourd. L'État cherche partout des économies. Et dans cette société-là, on vient dire, nous allons créer un droit à l'aide à mourir. Il faut être d'une naïveté terrible pour ne pas voir le problème. Je ne dis pas qu'il existe un document officiel disant « nous voulons éliminer les pauvres ». Je ne dis pas cela. Je ne dis pas qu'un ministre a écrit, entre guillemets, « les vieux coûtent trop cher, faisons-les partir ». Fermez les guillemets. Ce serait une accusation lourde et il faudrait des preuves directes. Mais je dis que l'image politique envoyée est glaçante, voire terrifiante. Quand accompagner coûte cher, quand soigner coûte cher, quand garder une personne dépendante coûte cher, quand une chambre coûte cher, quand le personnel coûte cher, quand les familles sont épuisées, alors toute loi qui rend la mort plus accessible doit être regardée avec une vigilance extrême. Parce que même si l'attention affichée est compassionnelle, la logique budgétaire finit toujours par peser sur les plus faibles. La phrase ne sera jamais dite brutalement. Personne ne dira « tu dois mourir parce que tu coûtes trop cher ». Mais la personne fragile peut finir par l'intérioriser. Elle peut se dire « je coûte trop, je fatigue mes proches, je prends une place, je suis inutile, je suis un poids, peut-être que je devrais partir ». Et si la société lui répond « oui, nous avons une procédure pour cela », alors on a franchi quelque chose de terrible. Le danger, ce n'est pas seulement la contrainte directe. Le danger, c'est la pression silencieuse. La pression économique, la pression familiale, la pression médicale,
la pression de ne plus déranger. Et cette pression ne touchera jamais tout le monde de la même manière. Les milliardaires, les politiques, les dirigeants, les hauts responsables, les gens riches auront toujours des solutions. Ils auront les cliniques, les réseaux, les médecins, les protections, les chambres privées, les familles entourées, les moyens de tenir. Mais les pauvres, les vieux isolés, les personnes handicapées, les malades sans famille, les gens seuls, les familles populaires qui n'en peuvent plus, ce sont eux qui risquent de vivre cette entre guillemets liberté comme une sortie faute d'alternative. Et là, ce n'est plus de l'humanisme. C'est l'abandon avec un vocabulaire propre, tout simplement. Voilà le message glaçant que cette époque semble envoyer. Tu nais, tu grandis, tu travailles, tu produis, tu consommes, tu paies. Tant que tu tiens debout, tout va bien. Tant que tu es utile, tu comptes. Tant que tu produis, tu existes. Tant que tu consommes, tu restes dans le jeu. Mais le jour où tu tombes malade, le jour où tu vieillis, le jour où tu deviens dépendant, le jour où tu n'es plus rentable, le discours change. On ne te dit plus seulement nous allons tout faire pour t'accompagner. On commence aussi à te dire tu as le droit de partir. Présenté comme cela, c'est doux, c'est propre, c'est presque généreux. Mais derrière cette apparente compassion, il y a une question terrible. Est-ce encore une société humaine ou est-ce une société qui commence à mesurer la valeur d'une vie à sa productivité? Et là, je vais éviter une confusion. Dire qu'une vie humaine ne se résume pas à sa rentabilité ne veut pas dire que l'effort, le travail et la responsabilité n'ont aucune importance. Attention. Bien sûr qu'une société a besoin que ceux qui peuvent contribuer contribuent. Une communauté ne peut pas tenir si chacun exige tout sans jamais rien donner. Une société peut demander l'effort à ceux qui sont en capacité de travailler, de participer, de construire. Mais ce n'est pas de cela que je parle ici. Je parle des personnes qui ne peuvent plus. Les malades, les personnes âgées, les handicapés lourds, les personnes dépendantes, les mourants, ceux qui arrivent au bout de leur force. On ne peut pas traiter de la même manière celui qui refuse de participer alors qu'il le peut, et celui qui ne peut plus participer parce qu'il est malade, vieux, dépendant ou en fin de vie. C'est cette différence fondamentale qu'il faut préserver. La solidarité n'est pas la négation de l'effort. La solidarité, c'est la protection de ceux qui ne peuvent plus porter seuls le poids de leur existence. Leur dignité ne disparaît pas parce qu'ils ne produisent plus. Leur valeur humaine ne s'efface pas parce qu'ils coûtent. Leur existence ne devient pas négociable parce qu'ils ont besoin d'aide. Une société peut demander l'effort aux valides, mais elle doit protection aux fragiles. Et c'est exactement là que cette loi pose un problème de civilisation. On nous vend partout le vivre ensemble, la bienveillance, le respect, l'inclusion, la dignité, les droits humains. Mais quand la personne devient malade, vieille, dépendante, isolée, épuisée, coûteuse, alors soudain, la mort devient une option politique, juridique, médicale. Et on voudrait appeler cela un progrès. Non, non, c'est pas non, non. Le progrès, ce serait d'abord que personne ne demande à mourir parce qu'il est seul. Le progrès, ce serait que personne ne demande à mourir parce qu'il souffre faute de soins. Le progrès, ce serait que personne ne demande à mourir parce qu'il se sent devenu un poids. Le premier devoir de l'État n'est pas d'organiser le départ, c'est d'empêcher l'abandon. Il y a ensuite une contradiction morale énorme. Dans nos sociétés modernes, beaucoup de responsables politiques, de militants, d'intellectuels et de commentateurs expliquent que l'État ne doit jamais donner la mort. Même aux criminels les plus dangereux, même à ceux qui ont tué, même à ceux qui ont violé, même à ceux qui ont récidivé, même à ceux qui ont détruit des vies, même à ceux qui ont brisé des familles entières. Leur argument est clair, l'État ne doit pas tuer. La vie humaine ne doit pas dépendre d'une décision judiciaire, politique ou administrative. Très bien, c'est un principe.
Mais alors pourquoi ce principe devient-il soudain plus souple quand il s'agit des personnes malades, âgées, dépendantes, isolées ou désespérées? Pourquoi l'État devrait-il être infiniment prudent avec la vie du criminel, mais beaucoup plus ouvert à l'idée d'organiser la mort du vulnérable? Voilà l'hypocrisie morale qu'il faut regarder en face. Et oui. Et là, il faut pousser la logique jusqu'au bout. Non pas pour la défendre, mais pour montrer son absurdité. Si on commence à dire qu'une vie peut devenir supprimable parce qu'elle ne produit plus, parce qu'elle coûte, parce qu'elle pèse, parce qu'elle n'est plus rentable, alors pourquoi cette logique commencerait-elle par les malades, les vieux, les handicapés ou les isolés? Pourquoi ne viserait-elle pas d'abord ceux qui ont volontairement détruit des vies, les criminels violents, les multirécidivistes, ceux qui coûtent à la société après avoir fait du mal aux autres? Rien que de poser la question, on voit bien que cette logique est folle. Parce qu'une société humaine ne doit pas décider de la valeur d'une vie selon un calcul de rentabilité. Ni pour les prisonniers, ni pour les malades, ni pour les vieux, ni pour les pauvres, ni pour les faibles, ni pour personne, tout simplement. Le vrai scandale n'est donc pas de savoir qui il faudrait faire mourir. Le vrai scandale, c'est qu'on commence à accepter une logique où certaines vies deviennent plus facilement supprimables que d'autres. Et comme toujours, cette logique ne tombera pas d'abord sur les puissants, elle tombera sur les plus fragiles. Une société qui refuse de donner la mort aux coupables doit être encore plus prudente lorsqu'elle propose la mort aux vulnérables. Ça oui. Il faut aussi parler d'une chose très concrète. La pression familiale. Pas forcément une pression violente, pas forcément une pression volontaire, pas toujours. Pas forcément une famille qui dit tu devrais mourir. Non. La pression sera parfois beaucoup plus subtile. Une famille épuisée, des enfants qui n'en peuvent plus, des factures, des allers-retours à l'hôpital, des proches qui perdent leur travail, une maison à adapter, des nuits sans sommeil, des soins impossibles à gérer. Et au milieu de tout cela, la personne malade voit tout. Elle voit la fatigue, elle voit les tensions, elle voit les regards, elle voit les sacrifices. Elle voit que sa présence bouleverse toute la famille. Et elle peut finir par se dire « Je leur fais du mal. Je suis un poids. Je devrais partir. » Voilà le vrai danger. La demande de mourir peut parfois naître de la souffrance physique. Mais elle peut aussi naître de la solitude, de la honte, du sentiment d'être une charge. Et si la société ne répond pas par plus d'aide, plus de soins, plus de présence, plus de soutien aux familles, mais par une procédure de mort, alors nous ne sommes plus dans la compassion. Nous sommes dans la défaite collective. Et oui. Il faut aussi parler des personnes handicapées et dépendantes. Parce que cette loi peut envoyer un message terrible. Une vie dépendante serait une vie moins digne. C'est faux. La dépendance ne retire pas la dignité. Le handicap ne retire pas la dignité. La vieillesse ne retire pas la dignité. La maladie ne retire pas la dignité. Une société digne doit dire aux personnes dépendantes, vous comptez encore. Votre vie vaut autant que les autres. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un poids. Vous n'êtes pas une charge à faire disparaître. Or, le danger, c'est qu'une société obsédée par l'autonomie finisse par mépriser ceux qui ne sont plus autonomes. On nous parle d'individus libres, souverains, maîtres de son corps, maîtres de son destin. Très bien. Mais que devient cette vision quand l'individu n'est plus autonome? Quand il dépend des autres? Quand il faut l'aider à manger, à se laver, à se déplacer, à vivre? Est-ce qu'il est encore pleinement digne, celui-là? Pour moi, la réponse est oui, bien sûr. Et justement, la dignité d'une civilisation se mesure là, quand une personne ne peut plus rien donner en retour. Pas quand elle travaille, pas quand elle paie, pas quand elle produit, pas quand elle consomme, mais quand elle est fragile. C'est là que la société montre son vrai visage. Il y a une autre perspective qu'il faut absolument ajouter.
les soignants. Un médecin, une infirmière, un aide-soignant sont-ils là pour accompagner la vie jusqu'au bout ou pour participer à une procédure de mort? La question est lourde. Parce que, depuis toujours, l'idée de soin repose sur une promesse. Soulager, accompagner, traiter, rester présent. Si demain on demande aux soignants de participer à l'aide à mourir, il faudra protéger clairement ceux qui refusent. Pas seulement en théorie, dans la vraie vie. Parce qu'il peut y avoir une pression institutionnelle, une pression de l'hôpital, une pression de la famille, une pression administrative, une pression idéologique. Et si on parle de liberté du patient, alors il faut aussi parler de liberté de conscience du soignant. Un soignant qui refuse de participer à une mort provoquée ne doit pas être traité comme un obstacle, un réactionnaire, un mauvais professionnel ou quelqu'un qui manque de compassion. On peut accompagner une personne jusqu'au bout sans accepter de provoquer sa mort. Et cela doit rester respectable. Sinon, une loi présentée comme une liberté deviendra une contrainte pour ceux qui soignent. Les défenseurs de l'aide à mourir répètent toujours: ne vous inquiétez pas, ce sera strictement encadré. Très bien. Mais toutes les lois sensibles commencent par un cadre strict. La vraie question est: que devient ce cadre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Aux Pays-Bas, l'euthanasie est encadrée par des critères officiels. Le gouvernement néerlandais indique qu'elle n'est autorisée que sous conditions strictes, notamment lorsque la souffrance est insupportable et sans perspective d'amélioration. Mais les chiffres officiels néerlandais doivent nous alerter. En 2024, les commissions régionales de contrôle ont recensé 9 958 signalements d'euthanasie et 219 notifications concernaient des patients dont la souffrance était largement causée par un ou plusieurs troubles psychiatriques. Donc non, dans certains pays, le débat ne concerne plus seulement la fin de vie au sens classique du terme. Il concerne aussi, sous condition, la souffrance psychique. Et c'est exactement ce qui doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui en France, on nous parle de maladies incurables avec pronostic vital engagé. Demain, parlera-t-on de dépression résistante, de solitude extrême, de grand âge, de fatigue de vivre, de troubles psychiatriques, de personnes qui ne sont pas mourantes mais qui n'ont plus la force de continuer? Je ne dis pas que tout cela est dans le texte français actuel. Je dis que l'expérience étrangère nous oblige à regarder ce risque en face. Une société responsable ne légifère pas seulement pour le cas exceptionnel qu'elle a en tête. Elle légifère aussi en pensant aux dérives possibles de ce qu'elle autorise. Le danger n'est pas seulement ce que la loi autorise aujourd'hui. Le danger, c'est ce que la société finira par trouver normal demain. Il faut aussi avoir le courage de rappeler l'histoire, sans faire de comparaisons abusives. Je ne dis pas que la France aujourd'hui serait l'Allemagne nazie. Ce serait faux, excessif et indécent. Mais le XXe siècle nous a appris une chose terrible. Lorsqu'un État commence à raisonner en termes de vie utile, inutile, coûteuse ou entre guillemets indigne, il faut immédiatement tirer le frein moral. Le danger commence toujours par un changement de regard. Une personne n'est plus vue comme une personne. Elle devient un coût, une charge, un poids, un problème médical, un problème familial, un problème administratif, un problème budgétaire. Et quand l'humain devient un problème à gérer, la disparition peut finir par être présentée comme une solution. C'est cela qu'il faut refuser. On ne classe pas les vies humaines. On ne pèse pas la valeur d'une personne selon sa productivité. On ne transforme pas la fragilité en problème à résoudre par la mort. Ce n'est pas parce qu'un mot est doux qu'une réalité est bonne. Ce n'est pas parce qu'une procédure est encadrée qu'elle est moralement juste. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle est humainement saine. L'histoire nous oblige à cette prudence. Il y a aussi une question politique que beaucoup n'osent pas poser. Qui porte vraiment cette vision de l'homme?
Officiellement, on nous parle de progrès, d'humanisme, de liberté individuelle, pardon. Mais ce type de sujet ne sort jamais de nulle part. Il est porté par des milieux militants, associatifs, politiques, philosophiques, parfois très éloignés du quotidien populaire. Et ici, il faut être précis. Je ne vais pas dire que, entre guillemets, la franc-maçonnerie serait un bloc secret qui imposerait cette loi au peuple. Ce serait faux, trop simple et intellectuellement faible. Mais on peut constater que certains réseaux laïques, politiques et parfois maçonniques ont historiquement soutenu ce combat. Henri Caillavet, désolé pour la prononciation du nom, sénateur radical, membre du Grand Orient de France, selon plusieurs sources, avait porté dès 1978 une proposition sur le, entre guillemets, droit de vivre sa mort. Fermez les guillemets. Les archives du Sénat rappellent cette proposition de loi de 1978. Donc la question n'est pas y a-t-il complot? La vraie question est quelle vision de l'homme ces réseaux portent-ils? Une vision où l'individu est seul face à son choix? Seul face à son corps? Seul face à sa souffrance? Seul face à l'état? Seul face à sa mort? Une vision qui parle beaucoup d'autonomie, mais parfois très peu de dépendance? Une vision qui parle beaucoup de liberté, mais parfois très peu de solitude? Une vision qui parle beaucoup de dignité, mais parfois très peu de pauvreté? Une vision qui parle beaucoup de choix, mais parfois très peu des conditions réelles du choix? Et c'est là que le fossé entre les élites et le peuple devient énorme. Pour les élites protégées, choisir sa mort peut apparaître comme l'ultime autonomie individuelle. Pour le peuple, cela peut devenir autre chose, le dernier choix possible quand tout le reste a disparu. Plus de soins suffisants, plus de lits, plus de médecins, plus d'argent, plus de familles disponibles, plus de présence, plus d'écoute. Et là, ce n'est plus de la liberté. C'est la solitude maquillée en droit. On me dira, vous caricaturez, il y aura un cadre. Mais toutes les grandes dérives commencent avec un cadre. On me dira, vous niez la souffrance. Non, je dis exactement l'inverse. Je dis que la souffrance mérite mieux qu'une procédure de mort. Elle mérite des soins, une présence, une écoute, un accompagnement réel. On me dira, c'est une liberté individuelle. Mais quand toutes les autres portes sont fermées, le choix n'est plus vraiment pardon. Mais quand toutes les autres portes sont fermées, le choix n'est plus vraiment un choix. On me dira, personne ne sera obligé. Peut-être. Mais la pression n'a pas toujours besoin d'être écrite dans la loi. Elle peut être sociale, familiale, économique, médicale, silencieuse. On me dira, c'est pour des cas exceptionnels. Très bien. Mais alors, il faut garantir que l'exception ne deviendra jamais une logique sociale. Jamais. Et c'est justement cela que je crois, et c'est justement cela que je ne crois pas assez garanti. On me dira enfin, vous êtes contre la liberté. Non. Je suis contre une fausse liberté donnée à des gens que la société a déjà abandonnés. Parce qu'un choix n'est pas libre quand toutes les autres portes sont fermées. Un État vraiment humain devrait d'abord garantir les soins palliatifs partout. Pas seulement dans les grandes villes. Pas seulement pour ceux qui savent à qui s'adresser. Pas seulement pour ceux qui ont une famille capable de se battre. Partout. Un État vraiment humain devrait garantir que personne ne meurt seul faute de moyens. Il devrait soutenir les familles. Il devrait protéger les soignants. Il devrait forcer les structures d'accompagnement. Il devrait garantir une prise en charge de la douleur. Il devrait garantir une présence humaine. Il devrait faire en sorte qu'aucune personne âgée, malade ou dépendante ne se dise « je suis un poids, je devrais disparaître ». Voilà le vrai progrès. Pas une procédure de mort proprement encadrée. Le vrai progrès, c'est de soulager la douleur. Le vrai progrès, c'est de tenir la main. Le vrai progrès, c'est de rester présent quand une vie ne produit plus rien. Le vrai progrès, c'est de dire à une personne fragile, vous comptez encore. Vous n'êtes pas un poids.
Vous n'êtes pas une charge. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes une personne. Et c'est exactement ce que notre époque semble oublier juste. Cette loi est présentée comme une avancée. Moi, j'y vois un immense avertissement. Non pas parce que je nie les situations tragiques, non pas parce que je refuse d'entendre la souffrance, non pas parce que je veux imposer une réponse simple à un sujet qui ne l'est pas, mais parce qu'une société qui manque de soins, de soignants, de lits, de présence et d'humanité ne devrait pas commencer par organiser la mort. Elle devrait commencer par réparer ce qu'elle a détruit. Avant de créer un droit à mourir, garantissons un droit réel à ne pas être abandonné. Avant de proposer de partir, garantissons les moyens de rester. Avant de parler de dignité dans la mort, garantissons la dignité dans la vie. Et surtout, refusons cette logique terrible qui voudrait qu'une personne compte tant qu'elle produit et devienne un problème dès qu'elle coûte. Parce qu'à partir du moment où une société commence à raisonner ainsi, elle n'est plus en train de protéger les faibles, elle est en train de les trier. Et moi, je refuse qu'on appelle cela un progrès. Je refuse qu'on maquille l'abandon en compassion. Je refuse qu'on transforme la solitude en liberté. Je refuse qu'on présente la mort comme une solution sociale. Je refuse qu'on dise aux plus fragiles « vous avez le droit de partir », alors qu'on n'a pas tout fait pour leur permettre de rester. Le réel ne choisit pas de camp. Il ne vote pas. Il n'a pas d'idéologie. Et le réel ici est brutal. Une société qui refuse de donner la mort aux coupables doit être encore plus prudente lorsqu'elle propose la mort aux vulnérables. Ça, oui. Oh oui. Une société qui prétend respecter l'humain doit commencer par protéger ceux qui ne peuvent plus se défendre. Et une société qui n'aide plus les faibles à vivre n'a pas le droit d'appeler humanisme le fait de les aider à mourir. Parce qu'au fond, la question est simple. Voulons-nous être une civilisation qui accompagne les plus fragiles jusqu'au bout? Ou une civilisation qui, lorsqu'ils ne produisent plus, lorsqu'ils coûtent, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils dérangent, finit par leur dire avec un sourire administratif « vous pouvez partir ». Moi, je pense qu'une société qui en arrive là doit cesser de se raconter qu'elle est humaine. Elle doit regarder ce qu'elle est devenue. Et elle doit choisir réparer l'accompagnement ou organiser l'abandon. Mais qu'elle n'appelle pas cela un progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'heure du réel. Merci à ceux qui me suivent déjà, à ceux qui partagent les vidéos, à ceux qui commentent et à ceux qui font vivre cette chaîne. Merci. C'est grâce à vous, à vos retours, à vos partages et à votre soutien que l'heure du réel peut continuer à avancer. Ici, on ne regarde pas les slogans, on regarde le réel. Merci et à bientôt. Au revoir.